Un général qui a commandé plus de batailles de chars que presque n'importe qui dans l'histoire militaire. Un aristocrate prussien qui a défié Hitler en face. Un homme accusé de crimes de guerre qui est devenu membre du Parlement allemand. Cette histoire semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, tout cela décrit la même personne, Hasso von Manteuffel. Mais comment un officier qui a servi le Troisième Reich avec une telle efficacité a-t-il pu reconstruire sa réputation après la guerre? Et quels secrets de ses campagnes militaires ont été révélés seulement des décennies plus tard? Hasso von Manteuffel est né le 14 janvier 1897 à Potsdam, au cœur de la tradition militaire prussienne. Sa famille appartenait à l'ancienne noblesse allemande, les barons de Manteuffel, dont les racines remontaient au XIIIe siècle. Son père était officier dans l'armée impériale, et la maison familiale débordait de portraits d'ancêtres en uniforme. Chaque soir, le jeune Hasso dînait sous le regard de ces hommes qui avaient servi les rois de Prusse pendant des générations. Dès son plus jeune âge, il savait qu'il suivrait cette tradition. Ses camarades de classe se souviennent d'un garçon de petite taille, mesurant à peine 1,63 mètres, mais dont la présence imposait le respect. Ce qu'il ne possédait pas en stature, il le compensait par une intensité qui ne laissait personne indifférent. À 15 ans, en 1912, Manteuffel entra à l'Académie militaire de Gross-Lichterfelde. Cette institution formait l'élite des officiers prussiens. Les cadets se levaient avant l'aube, étudiaient la stratégie militaire pendant des heures, s'entraînaient jusqu'à l'épuisement. Pour Manteuffel, c'était l'environnement parfait. Il excellait dans les études tactiques et montrait une capacité remarquable à analyser les situations complexes. Pendant les exercices de simulation, il trouvait des solutions que ses instructeurs n'avaient pas anticipées. Ses instructeurs notaient qu'il possédait une intelligence opérationnelle exceptionnelle et une capacité rare à prendre des décisions sous pression. C'était exactement ce type d'officier que l'armée prussienne recherchait. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en août 1914, Manteuffel n'avait que 17 ans. Trop jeune pour le front immédiat, il termina sa formation accélérée et rejoignit le 3e régiment de hussards en janvier 1916. La guerre avait déjà perdu son aspect romantique. Les tranchées du front occidental étaient un enfer de boue, de gaz toxiques et de morts. Manteuffel fut affecté au front oriental, où les batailles conservaient encore une certaine mobilité qui correspondait mieux à son tempérament de cavalier. Là-bas, dans les vastes steppes russes, la guerre ressemblait encore à ce que ses ancêtres avaient connu. Mouvement, manœuvre, reconnaissance. En 1917, il reçut la Croix de fer de 2e classe après avoir mené une reconnaissance audacieuse derrière les lignes ennemies. Cette mission permit à son régiment d'éviter une embuscade russe qui aurait pu coûter des centaines de vies. Ses supérieurs remarquèrent non seulement son courage, mais aussi sa capacité à évaluer rapidement les situations et prendre des décisions rationnelles sous le feu. Contrairement à beaucoup de jeunes officiers qui confondaient bravoure et témérité, Manteuffel comprenait que la guerre moderne exigeait plus que du courage. Elle nécessitait de l'intelligence tactique et une compréhension de la logistique. Cette distinction ferait toute la différence dans sa carrière future. Lorsque l'Allemagne signa l'armistice en novembre 1918, Manteuffel avait 21 ans et portait plusieurs décorations. Il rentra dans un pays transformé. L'Empire allemand n'existait plus, remplacé par la République de Weimar. Le Kaiser avait fui aux Pays-Bas. Les rues de Berlin étaient remplies de soldats démobilisés qui ne savaient pas quoi faire de leur avenir. Le traité de Versailles limitait l'armée allemande à 100 000 hommes. De nombreux officiers furent contraints de partir, mais Manteuffel fut sélectionné pour rester dans la nouvelle Reichswehr. Cette décision témoignait de la haute estime de ses supérieurs. Dans les années 1920, il servit dans diverses unités de cavalerie, maintenant les traditions prussiennes dans une armée réduite. C'était une période frustrante pour un officier ambitieux, mais elle lui enseigna la patience. La période de l'entre-deux-guerres fut difficile pour l'Allemagne. L'hyperinflation de 1923 détruisit les économies de millions de familles. Des billets de banque qui valaient une fortune le matin ne pouvaient plus acheter du pain le soir. Le chômage massif créait un terreau fertile pour les extrémismes. Manteuffel, comme beaucoup d'officiers de carrière, observait ces développements avec inquiétude. Il n'était pas politiquement actif et se concentrait sur sa profession militaire. Contrairement à de nombreux aristocrates prussiens qui méprisaient la République de Weimar, Manteuffel maintenait une distance professionnelle. Pour lui, un soldat servait l'État
quel que soit le gouvernement au pouvoir. En 1933, lorsqu'Hitler arriva au pouvoir, Manteuffel était capitaine et commandait un escadron de cavalerie. L'arrivée des nazis transforma radicalement l'armée allemande. Hitler ignora ouvertement le traité de Versailles, réintroduisit la conscription et commença à réarmer massivement l'Allemagne. Pour les officiers comme Manteuffel, c'était une période d'opportunité sans précédent. L'armée se développait rapidement, les promotions arrivaient vite. Après des années de frustration dans une armée réduite, c'était comme si quelqu'un avait ouvert les vannes. Manteuffel fut fasciné par le développement de la nouvelle arme, les chars d'assaut. La transition de la cavalerie au panzer n'était pas un simple changement d'équipement. C'était une transformation conceptuelle de la guerre. Manteuffel comprit que les chars représentaient l'évolution naturelle de la cavalerie. Mobilité, choc et capacité de percer les lignes ennemies. Le cheval de fer remplaçait le cheval de chair. En 1934, il fut transféré aux unités blindées. Il étudia les théories de pionniers comme Heinz Guderian et développa ses propres idées tactiques. Contrairement à certains qui voyaient les chars comme un simple support pour l'infanterie, Manteuffel croyait en leur potentiel offensif indépendant. Il passait des heures dans les ateliers, apprenant comment fonctionnaient ces machines, discutant avec les mécaniciens autant qu'avec les stratèges. Lorsque l'Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939, Manteuffel commandait un bataillon de reconnaissance de la 7e division Panzer. La vitesse de l'avancée allemande choqua le monde. Les théories de Guderian sur la guerre blindée n'étaient plus de la théorie. La Pologne ne pouvait résister à la combinaison de panzer, d'aviation et d'infanterie motorisée. Manteuffel se distingua par sa capacité à maintenir le rythme tout en évitant les embuscades. Sa petite stature ne l'empêchait pas d'inspirer ses hommes. Il avait développé un style de commandement basé sur la compétence plutôt que l'intimidation. Ses soldats le respectaient parce qu'il ne leur demandait jamais rien qu'il ne ferait pas lui-même. En mai 1940, la France devint le prochain objectif. Manteuffel participait à l'offensive à travers les Ardennes, considérée comme impraticable pour les chars par les stratèges français. Cette campagne révéla son talent pour l'improvisation tactique. Lorsque son unité rencontra une résistance inattendue près de Sedan, il organisa rapidement une manœuvre de contournement qui permit à son bataillon de continuer sans lourdes pertes. Plutôt que de s'écraser contre une position fortifiée, il trouva un chemin autour. La France capitula en 6 semaines, stupéfiant les observateurs militaires du monde entier. La Wehrmacht semblait invincible. Après la campagne de France, Manteuffel fut promu major et reçut la croix de fer de première classe. Mais il n'y avait pas de temps pour célébrer. En juin 1941, l'Allemagne lança l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Cette campagne serait différente. L'immensité du front oriental, les conditions climatiques extrêmes et la détermination de l'armée rouge transformeraient la guerre en conflit d'usure brutal. Manteuffel fut affecté à la 7e division Panzer, surnommée la division fantôme. Il savait que cette campagne ne ressemblerait à rien de ce qu'il avait connu en Pologne ou en France. Les premiers mois de Barbarossa semblaient confirmer la supériorité allemande. Les panzers avançaient profondément en territoire soviétique, encerclant d'énormes formations ennemies. Manteuffel participa aux batailles d'encerclement près de Minsk et Smolensk. Ces opérations capturèrent des centaines de milliers de soldats soviétiques, mais révélaient un problème inquiétant. Peu importe combien de divisions étaient détruites, les soviétiques en amenaient toujours plus. C'était comme combattre une hydre. Manteuffel nota dans son journal que « nous gagnons chaque bataille, mais perdons progressivement la guerre ». Cette observation montrait qu'il comprenait déjà ce que beaucoup de généraux allemands refusaient d'admettre. L'hiver 1941 transforma le front en cauchemar. Les températures chutèrent à -40 degrés. Les panzers refusaient de démarrer. Le carburant gelait dans les réservoirs. Et les soldats allemands, équipés pour une guerre courte, souffraient terriblement. L'état-major avait promis que la campagne serait terminée avant l'hiver. Ils avaient eu tort. Manteuffel dut faire face à des défis logistiques sans précédent. Il organisa des rotations pour garder ses hommes au chaud, improvisa des abris avec des matériaux trouvés sur place, maintint le moral malgré les conditions terribles. Un ancien soldat se souvint. Le colonel partageait nos souffrances. Il ne restait jamais à l'arrière pendant que nous gelions. Cette solidarité créait une loyauté qui ne pouvait pas être ordonnée. En 1942, Manteuffel fut promu lieutenant-colonel et reçut le commandement d'un régiment panzergrenadier.
Cette promotion reconnaissait ses succès tactiques et ses qualités de leader. L'Allemagne commençait à ressentir la pression de combattre sur plusieurs fronts. En Afrique du Nord, Rommel luttait contre les forces britanniques renforcées par les Américains. Sur le front oriental, les Soviétiques avaient lancé leur première contre-offensive réussie près de Moscou. La guerre que Hitler avait promis courte s'éternisait et les ressources allemandes s'épuisaient. En 1943, la situation stratégique se détériorait. La défaite à Stalingrad en février fut un tournant psychologique. Pour la première fois, une armée allemande entière avait été détruite. Le mythe de l'invincibilité allemande était brisé. Manteuffel fut envoyé sur le front sud pour participer à l'opération Zitadelle, la bataille de Koursk. Cette offensive visait à éliminer un saillant soviétique et regagner l'initiative. Hitler voulait une victoire spectaculaire pour remonter le moral. Ce fut la plus grande bataille de chars de l'histoire. À Koursk, Manteuffel commanda une formation de panzergrenadiers soutenus par des Tigers et Panthers. La bataille fut d'une intensité terrifiante. Les Soviétiques avaient préparé des défenses en profondeur, avec des champs de mines massifs et des réserves blindées importantes. Ils savaient que les Allemands allaient attaquer et avaient transformé le saillant en forteresse. Chaque kilomètre coûtait des centaines de vies. Manteuffel se distingua par sa capacité à coordonner l'infanterie et les chars, mais même son expertise ne pouvait compenser la supériorité numérique soviétique. Après 2 semaines de combats acharnés, avec des pertes insupportables, Hitler ordonna l'abandon de l'opération. C'était la fin des grandes offensives allemandes à l'Est. Après Koursk, Manteuffel fut brièvement envoyé en Italie, où les Alliés avaient débarqué en septembre 1943. Sa mission, organiser la défense du Nord contre l'avance alliée. Il impressionna ses supérieurs par sa flexibilité tactique, adaptant rapidement ses méthodes au terrain montagneux. Les montagnes italiennes exigeaient des tactiques complètement différentes des plaines russes. Cependant, son séjour fut court. En février 1944, il fut rappelé sur le front oriental pour prendre le commandement de la 7e division Panzer. La situation là-bas était devenue critique. Le retour de Manteuffel coïncida avec une série de défaites allemandes catastrophiques. L'armée rouge lançait des offensives massives qui repoussaient les Allemands sur tous les secteurs. Staline avait appris à utiliser ses ressources. Manteuffel fut promu général-major en mai 1944, devenant l'un des plus jeunes généraux de la Wehrmacht. Cette promotion était un honneur et un fardeau. Il commandait maintenant dans les circonstances les plus difficiles imaginables. En juin 1944, les Soviétiques lancèrent l'opération Bagration, une offensive massive visant le groupe d'armées Centre. C'était la réponse soviétique au débarquement allié en Normandie. En quelques semaines, 28 divisions allemandes furent encerclées et détruites. Manteuffel et sa division se trouvaient au centre de ce désastre. Il utilisa toutes ses compétences pour éviter l'encerclement, menant des retraites combatives qui sauvèrent la majeure partie de sa division. Ses supérieurs reconnurent que, sans son leadership, la 7e division aurait été anéantie comme tant d'autres. Cette période révéla un aspect moins connu de Manteuffel, sa volonté de contester les ordres absurdes. Hitler avait ordonné que toutes les positions soient défendues jusqu'au dernier homme, interdisant les retraites. Ces ordres transformaient des défaites tactiques en catastrophes totales. Manteuffel ignora ces ordres à plusieurs reprises, choisissant de sauver ses hommes plutôt que de les sacrifier. Cette désobéissance aurait pu lui coûter sa vie, mais ses résultats parlaient d'eux-mêmes. Ses soldats survivaient pour combattre un autre jour, et c'était tout ce qui comptait pour lui. En septembre 1944, Manteuffel reçut une promotion extraordinaire, commandant de la 5e armée Panzer et général der Panzertruppe. À 47 ans, il commandait maintenant une armée entière. Cette promotion démontrait la confiance que les hauts commandants plaçaient en lui, mais elle arrivait quand l'Allemagne perdait clairement la guerre. Les alliés occidentaux avançaient depuis l'ouest, les soviétiques depuis l'est. Le Troisième Reich était pris dans un étau qui se resserrait chaque jour. C'est alors que Hitler conçut une dernière offensive audacieuse, l'opération Wart am Rhein, la bataille des Ardennes. Le plan visait à percer les lignes alliées, capturer Anvers et diviser les forces alliées. Hitler croyait qu'une victoire spectaculaire pourrait forcer les alliés occidentaux à négocier une paix séparée. Manteuffel fut convoqué au quartier général du Führer. Lors de cette réunion, il fit quelque chose que peu osaient. Il contesta directement le plan de Hitler. Manteuffel expliqua que les objectifs étaient irréalistes, compte tenu des ressources disponibles.
Il proposa des modifications pour rendre le plan plus réalisable, notamment en réduisant les objectifs à quelque chose d'atteignable. Hitler écouta, ce qui était inhabituel, et accepta certaines suggestions. Cette interaction révélait le respect que même Hitler portait aux compétences de Manteuffel. Cependant, les modifications ne changeaient pas le fait fondamental. L'Allemagne n'avait plus les ressources pour une telle offensive. C'était un pari désespéré d'un régime aux abois. Le 16 décembre 1944, l'offensive commença dans le brouillard et la neige. La 5e armée Panzer de Manteuffel attaqua au centre du front, visant Bastogne. Les premiers jours furent encourageants. Profitant du mauvais temps qui clouait l'aviation alliée au sol, les Panzers avancèrent rapidement, surprenant les Américains. Manteuffel coordonna habilement ses divisions, exploitant les faiblesses de la ligne américaine. Pendant un moment, il sembla que l'impossible pourrait se produire. Cependant, les problèmes logistiques apparurent vite. Les Panzers consommaient d'énormes quantités de carburant et les réserves étaient limitées. Le plan comptait sur la capture de dépôts de carburant américains, mais ceux-ci étaient détruits avant d'être pris. De plus, la résistance américaine se renforça. À Bastogne, la 101e division aéroportée refusa de se rendre, bloquant une route cruciale. Quand les Allemands envoyèrent un ultimatum de reddition, le général américain répondit par un seul mot : « Nuts ». Manteuffel ordonna de contourner la ville plutôt que de gaspiller du temps à l'assiéger. Une décision sensée, mais qui laissa une épine dans son flanc. Le 22 décembre, le temps s'éclaircit. C'était exactement ce que les Allemands redoutaient. L'aviation alliée domina le ciel, attaquant les colonnes allemandes sans relâche. Les routes encombrées de véhicules détruits rendaient les mouvements presque impossibles. Le 26 décembre, les Américains lancèrent une contre-attaque pour soulager Bastogne. Malgré la résistance acharnée des Panzers, ils percèrent. Hitler refusa d'ordonner la retraite, insistant pour que l'offensive continue, mais Manteuffel savait que c'était impossible. La bataille était perdue. En janvier 1945, la 5e armée Panzer dut se replier. L'offensive avait échoué, coûtant à l'Allemagne ses dernières réserves de chars et de carburant. Pour Manteuffel, c'était une défaite amère. Il avait exécuté son rôle avec compétence, mais les limitations stratégiques avaient rendu la victoire impossible. Sa réputation militaire restait cependant intacte. Même dans la défaite, il avait montré ce qu'un commandant habile pouvait accomplir. Après les Ardennes, Manteuffel et sa 5e armée furent transférés sur le front oriental pour contenir l'offensive soviétique massive vers Berlin. C'était une mission impossible. Les Soviétiques disposaient d'une supériorité écrasante en hommes, en chars et en artillerie. Manteuffel se battait maintenant pour ralentir l'inévitable. Il organisa des défenses en profondeur, utilisant le terrain et les dernières unités Panzer pour infliger le maximum de pertes aux Soviétiques. Mais il savait que chaque jour gagné ne faisait que prolonger l'agonie. En mars 1945, Manteuffel fut nommé commandant de la 3e armée Panzer. Cette armée n'existait plus que sur le papier. Les unités étaient épuisées, sous-équipées et dépassées en nombre. La situation était désespérée. Manteuffel voyait clairement que la guerre était perdue et que continuer ne causait que des souffrances inutiles. Autour de lui, le Troisième Reich s'effondrait dans le chaos et la violence. Dans les dernières semaines, Manteuffel prit une décision controversée mais humane. Il positionna ses forces pour pouvoir se rendre aux Américains plutôt qu'aux Soviétiques. Il savait que ses soldats auraient de meilleures chances de survie en captivité américaine. Les horreurs commises par la Wehrmacht à l'Est signifiaient que les Soviétiques ne feraient pas de quartier. Cette décision nécessitait une planification minutieuse. Il devait continuer à combattre suffisamment pour éviter d'être accusé de trahison par les fanatiques SS qui exécutaient quiconque parlait de reddition, tout en manœuvrant vers l'ouest. Le 3 mai 1945, 5 jours avant la capitulation officielle, Manteuffel se rendit aux forces américaines près de Schwerin. Contrairement à de nombreux généraux qui se suicidèrent ou tentèrent de fuir, Manteuffel accepta sa capture avec dignité. Il ordonna à toutes ses unités de cesser le combat et de se rendre. Cette décision sauva probablement des milliers de vies des deux côtés. La guerre était finie pour lui. La captivité de Manteuffel dura jusqu'en 1947. Il fut extensivement interrogé par les services de renseignement alliés sur les opérations militaires allemandes. Les interrogateurs découvrirent qu'il était une source précieuse sur la guerre blindée et les stratégies du front oriental. Contrairement à certains prisonniers qui refusaient de coopérer
ou tentait de justifier le régime, Manteuffel répondait de manière directe et factuelle. Il décrivait les batailles avec précision, expliquait les décisions tactiques, discutait des erreurs commises. Il ne montrait aucun remords pour avoir servi l'Allemagne, mais n'exprimait pas de sympathie pour l'idéologie nazie. En 1949, cependant, les autorités britanniques arrêtèrent Manteuffel pour enquêter sur des accusations de crimes de guerre. Les accusations concernaient l'exécution présumée de prisonniers soviétiques sous son commandement en 1944. Un procès fut organisé à Hambourg en 1950. Le procès attira une attention considérable en Allemagne de l'Ouest, où l'opinion publique était divisée. Les preuves étaient circonstancielles. Des témoins affirmaient que des exécutions avaient eu lieu dans son secteur, mais aucune preuve directe ne le liait aux ordres. La défense argumenta que Manteuffel ne pouvait être tenu responsable de toutes les actions commises par des milliers de soldats. Le tribunal le condamna à 18 mois de prison pour négligence dans la supervision, une sentence relativement légère compte tenu des accusations initiales. Manteuffel fut libéré en 1951 après avoir purgé sa peine réduite. Il retourna à la vie civile dans l'Allemagne de l'Ouest en pleine reconstruction. Le pays se relevait des ruines et un nouveau type de société émergeait. Contrairement à de nombreux anciens officiers qui vivaient dans l'obscurité ou l'amertume, Manteuffel décida de s'engager dans la vie publique. En 1953, il devint membre du Parti démocrate libre, FDP, un parti libéral qui défendait les droits individuels et l'économie de marché. Cette affiliation montrait qu'il n'avait aucune sympathie pour les mouvements néo-nazis qui tentaient d'émerger dans les zones sombres de la société allemande. En 1953, Manteuffel fut élu au Bundestag, le Parlement allemand. Sa présence était controversée. Certains le considéraient comme un symbole de la continuité problématique entre l'armée nazie et la Nouvelle-Allemagne. Comment un général de Hitler pouvait-il siéger dans un parlement démocratique? D'autres argumentaient qu'il représentait les nombreux Allemands qui avaient servi sans être des criminels et qui méritaient une place dans la société démocratique. Manteuffel adoptait un profil relativement bas, se concentrant sur les questions de défense et de politique étrangère. Il ne cherchait pas les projecteurs. Pendant son mandat, Manteuffel joua un rôle dans les débats sur le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest. Dans le contexte de la guerre froide, l'OTAN souhaitait que l'Allemagne contribue à la défense de l'Europe occidentale contre la menace soviétique. Ce débat était extrêmement sensible en Allemagne, où beaucoup s'opposaient au réarmement seulement 10 ans après la fin d'une guerre dévastatrice. Manteuffel supportait le réarmement, argumentant que l'Allemagne devait contribuer à sa propre défense dans le cadre d'une alliance démocratique. Cette fois, disait-il, l'armée servirait la démocratie, pas la dictature. Après avoir quitté le Bundestag en 1957, Manteuffel vécut discrètement. Il écrivait occasionnellement sur la stratégie militaire et participa à des conférences historiques. Contrairement à certains anciens généraux qui publiaient des mémoires auto-justificatrices, Manteuffel restait discret sur ses expériences. Lorsqu'il en parlait, c'était dans un contexte technique, analysant les décisions sans glorifier la guerre ou le régime. Il ne cherchait ni à se justifier, ni à se présenter comme une victime. Les historiens militaires qui l'interviewèrent dans les années 1960 et 1970 découvrirent un homme aux vues nuancées. Manteuffel reconnaissait avoir servi un régime criminel, mais refusait une culpabilité collective pour tous les soldats allemands. Il distinguait entre son devoir militaire professionnel et l'idéologie nazie qu'il n'avait jamais pleinement embrassée. Cette position était typique de nombreux officiers de la Wehrmacht qui cherchaient à préserver leur honneur professionnel tout en reconnaissant les crimes du régime. C'était une ligne fine à marcher, et tous n'y parvenaient pas avec autant de crédibilité. Dans ces dernières années, Manteuffel vécut dans une modeste maison à Reit im Winkl, une petite ville dans les Alpes bavaroises. Il menait une vie simple, loin des projecteurs et du bruit de l'histoire. Des visiteurs rapportaient qu'il restait mentalement vif, capable de discuter en détail des batailles menées des décennies auparavant. Sa mémoire était remarquable. Il ne montrait aucun regret d'avoir été soldat, mais exprimait de la tristesse pour les souffrances causées par la guerre. Lorsqu'on lui demandait s'il referait les mêmes choix, il répondait par un silence pensif. Peut-être que certaines questions n'avaient pas de réponse simple. Hasso von Manteuffel mourut le 24 septembre 1978, à l'âge de 81 ans. Sa mort passa relativement inaperçue dans les médias allemands,
reflétant l'ambivalence du pays envers ses anciens officiers. Il n'y eut pas de funérailles d'État, juste un enterrement tranquille, assisté par sa famille et quelques anciens camarades qui avaient survécu. Les nécrologies soulignaient ses compétences tactiques, tout en notant les controverses de sa carrière. C'était un résumé sobre d'une vie complexe. L'héritage de Manteuffel reste complexe et débattu. Du point de vue militaire, il était indéniablement l'un des commandants de Panzer les plus compétents de la Seconde Guerre mondiale. Ses capacités tactiques, sa flexibilité opérationnelle et son leadership étaient exceptionnels. Des historiens comme Samuel W. Mitcham et Robert M. Citino le classent parmi les meilleurs généraux Panzer, aux côtés de Guderian et Rommel. Les académies militaires étudient encore ses batailles. Cependant, évaluer Manteuffel uniquement sur ses compétences militaires ignore des questions morales plus larges. Il a servi un régime responsable de crimes contre l'humanité sans précédent. Bien qu'il n'ait pas été personnellement impliqué dans l'Holocauste, ses victoires ont prolongé l'existence du Troisième Reich et permis la continuation des atrocités. Chaque jour que ses compétences gagnaient pour l'Allemagne était un jour de plus pour les camps de la mort. Cette réalité ne peut être séparée de ses réalisations tactiques. La question de la responsabilité morale des officiers comme Manteuffel continue de diviser les historiens. Certains argumentent que les soldats professionnels ne peuvent être tenus responsables des politiques de leur gouvernement tant qu'ils respectent les lois de la guerre. D'autres maintiennent que servir un régime aussi manifestement criminel représente une complicité morale, indépendamment du comportement personnel. Cette question reflète des débats plus larges sur le devoir, l'obéissance et la responsabilité individuelle en temps de guerre. Ce sont des questions qui hantent chaque génération. Ce qui distingue Manteuffel de nombreux autres officiers nazis était sa volonté de reconnaître, au moins tacitement, les crimes du régime. Il ne cherchait pas à nier l'Holocauste, ni à minimiser les atrocités, comme le faisaient de nombreux anciens officiers dans leur mémoire d'après-guerre. Sa participation à la démocratie parlementaire de l'Allemagne de l'Ouest suggérait une acceptation du nouvel ordre démocratique, même sans déclaration explicite de repentir. Peut-être que ses actions parlaient plus fort que des mots. Aujourd'hui, Hasso von Manteuffel est principalement étudié dans les académies militaires comme un exemple de leadership tactique et d'innovation opérationnelle. Ses méthodes de commandement et sa capacité à adapter les tactiques restent pertinentes pour l'étude de la guerre blindée moderne. Cependant, son histoire sert d'avertissement sur les dangers du professionnalisme militaire dépourvu de considérations éthiques. Les compétences militaires, aussi impressionnantes soient-elles, doivent être évaluées dans le contexte des causes qu'elles servent. Voilà l'histoire de Hasso von Manteuffel, un homme né dans la tradition militaire prussienne, devenu l'un des commandants de Panzer les plus accomplis de la Seconde Guerre mondiale. Un officier qui a contesté Hitler, mais l'a servi jusqu'à la fin. Un général condamné pour crimes de guerre, devenu parlementaire dans l'Allemagne démocratique. Son histoire illustre les complexités morales de ceux qui ont servi dans la Wehrmacht et nous rappelle que l'histoire est rarement simple, composée de héros et de méchants clairement définis, mais de figures ambiguës qui défient les catégorisations faciles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié découvrir cette histoire, n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos sur les généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de plus de contenu sur la Seconde Guerre mondiale. On se retrouve dans la prochaine vidéo.